Elle ne devait être qu'une voix parmi d'autres. Alors pourquoi Mireille Mathieu a-t-elle fini par bouleverser la chanson française? Avant les projecteurs, avant les scènes du monde entier, Mireille Mathieu naît le 22 juillet 1946 à Avignon, dans une famille où la pauvreté n'est pas une condition, mais un quotidien. Aînée de 14 enfants, elle grandit dans un appartement exigu où chaque jour ressemble à un combat silencieux pour exister un peu plus. À 14 ans, elle quitte l'école pour travailler dans une usine d'enveloppes. Ses mains portent déjà les traces d'une vie dure, et son regard celui d'une jeune fille qui apprend trop tôt que les rêves ont un prix. Dyslexique, gauchère forcée, parfois humiliée à l'école, elle avance dans un monde qui ne lui laisse pas de place. Et pourtant, dans ce silence social, une voix commence à prendre forme. Une voix que personne n'imagine encore capable de traverser les frontières. Mais comment cet enfant effacé a-t-elle pu devenir une icône mondiale? Et surtout, que cache réellement ce destin que le public croit connaître? Dans une petite compétition locale, presque anonyme, Mireille Mathieu chante sans calcul, sans stratégie, sans conscience du tremblement qu'elle provoque. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose se déplace. Une présence artistique brute, presque dérangeante, attire l'attention de ceux qui la voient, comme si une voix trop grande pour son cadre venait de se coincer dans une vie trop étroite. Très vite, le hasard cesse d'être du hasard. On la présente, on la fait entendre, on la pousse vers Paris. Et là, le destin prend une tournure inattendue. On la compare à Édith Piaf. Une comparaison qui ouvre toutes les portes, mais qui enferme aussi. Car être la nouvelle Piaf, c'est entrer dans une lumière qui ne vous appartient pas totalement. C'est porter une ombre illustre sur ses épaules avant même d'avoir construit la sienne. Mireille avance pourtant. Elle travaille sa voix, apprend, corrige, répète. Derrière la puissance apparente, il y a une discipline presque silencieuse. Et déjà, les premières chansons marquent les esprits. Mon credo devient un point de rupture. 1966, la France découvre une interprète qui ne cherche pas à séduire, mais à s'imposer par la force d'un timbre inclassable. Mais ce succès fulgurant n'efface pas les tensions invisibles. Qui est-elle vraiment dans cette machine artistique qui la transforme en symbole? Est-elle encore la jeune fille d'Avignon, ou déjà une image construite pour le monde? Et pendant que la gloire s'installe, une autre question commence à circuler dans les coulisses. Jusqu'où cette ascension pourra-t-elle la protéger de sa propre histoire? Très vite, Mireille Mathieu devient une figure internationale. Sa voix franchit les langues comme si elle n'existait plus. Français, allemand, anglais, espagnol, italien, elle enregistre au fil des années plus de 1200 chansons, un chiffre presque irréel, comme si la fatigue n'avait pas de prise sur elle. Plus de 122 millions de disques vendus à travers le monde finissent par dessiner un autre visage de la jeune fille d'Avignon, celui d'un phénomène mondial. Mais ce succès massif ne raconte qu'une partie de l'histoire. Car dans l'ombre de cette ascension, une pression constante s'installe. Être comparé à Édith Piaf n'est plus un hommage, mais une attente permanente. On attend d'elle une intensité, une tragédie, une continuité presque impossible à tenir. Et pourtant, Mireille tient. Elle monte sur scène avec une rigueur presque militaire. Olympia, tournée, émissions télévisées, chaque apparition renforce son statut, mais éloigne aussi un peu plus la vie ordinaire. Dans ce mouvement ascendant, un paradoxe apparaît. Plus elle devient célèbre, plus elle semble protégée dans une forme de solitude choisie. Peu d'exposition sur sa vie privée, peu de confidence. Comme si tout devait rester contenu derrière la puissance de la voix. Mais une question commence à traverser les années. Qu'est-ce qu'une vie personnelle quand le monde entier croit déjà vous connaître? Et surtout, que se passe-t-il lorsque les projecteurs s'éteignent, même brièvement, dans une existence qui n'a presque jamais connu l'ombre? Pour Mireille Mathieu, ce moment s'étire sur des décennies. Les scènes s'enchaînent, les pays aussi, les langues se superposent. Moscou, Paris, Tokyo. Chaque ville ajoute une couche à cette légende déjà massive. En 2005, lorsqu'elle est invitée à chanter sur la place rouge à Moscou à la demande de Vladimir Poutine, l'image est spectaculaire. Une chanteuse française, issue d'un foyer pauvre d'Avignon, face à l'histoire russe, dans un décor politique chargé de symboles. Mais cette proximité avec certains pouvoirs nourrit aussi les débats. On lui reproche parfois ses liens avec des dirigeants politiques, notamment russes.
D'autres critiquent ses participations à des événements à forte dimension institutionnelle. Une partie du public s'interroge. Où s'arrête l'artiste? Où commence l'instrument? Mireille, elle, reste dans une forme de continuité. Elle chante. Toujours. Comme si la musique devait rester au-dessus des interprétations. Dans sa carrière, certains titres deviennent des repères. Une femme amoureuse, Mille colombes, Acropolis adieu. Autant de fragments d'une identité musicale qui dépasse les frontières françaises. Elle devient un visage familier dans des pays où elle n'a parfois jamais vécu, mais où sa voix est connue comme une présence intime. Pourtant, derrière cette régularité impressionnante, une autre réalité existe. La vie personnelle reste presque entièrement protégée. Peu d'histoires officielles, peu de déclarations. Et surtout, une impression persistante, celle d'une femme qui a tout donné à la scène et qui a peut-être gardé le reste ailleurs. C'est dans ce silence que commencent à naître les rumeurs. À mesure que les années passent, une idée circule. Mireille Mathieu aurait finalement trouvé un amour tardif, une relation discrète, presque cachée, qui viendrait apaiser une vie entièrement dédiée à la musique. Mais dans ce monde où tout se raconte vite, une question demeure. Qu'y a-t-il de vrai dans ce que l'on croit savoir d'elle? À mesure que Mireille Mathieu avance en âge, une idée s'installe doucement dans l'imaginaire collectif, celle d'une femme qui aurait finalement rencontré l'amour tardif, presque comme une réparation du temps. À 79 ans, certains parlent encore d'un bonheur caché, d'une relation discrète qui aurait adouci les dernières années d'une vie consacrée à la scène. Mais la réalité est plus silencieuse, plus simple aussi. Aucune confirmation de ce grand récit romantique. Et peut-être est-ce justement ce silence qui nourrit le mythe. Ce que Mireille choisit aujourd'hui n'est pas une histoire d'amour exposée, mais une forme de stabilité intime. Elle vit entre Neuilly-sur-Seine et Avignon, souvent entourée de sa sœur Monique, figure constante, presque ancrée dans son équilibre. Une vie retirée des éclats médiatiques, loin des grandes annonces, loin des scénarios que le public aime imaginer. Pourtant, il y a eu un moment dans sa vie où l'amour a bien pris une place concrète. Une histoire, une promesse, des fiançailles même. Mais cette relation bascule lorsqu'une condition apparaît, celle d'abandonner la scène, de quitter la musique pour se consacrer entièrement à une vie familiale. La réponse de Mireille est immédiate, presque instinctive. Elle rompt les fiançailles. Pas dans le bruit, mais dans une décision nette. Ce choix, jamais vraiment raconté dans le détail, devient avec le temps une clé de lecture de son destin, celui d'une femme pour qui la scène n'est pas une carrière, mais une identité. Dès lors, une autre question s'impose sans jamais être formulée directement. Cet amour refusé, a-t-il fermé une porte pour toujours? Ou a-t-il simplement révélé ce que rien ne pouvait remplacer? Dans le même temps, une autre figure entre dans son univers émotionnel, l'acteur américain Patrick Duffy. Leur relation artistique et leur duo musical créent une proximité singulière, une connexion respectueuse, profonde, souvent évoquée comme importante dans la trajectoire humaine de Mireille, sans jamais basculer dans le récit sentimental classique. Mais dans les coulisses de cette stabilité apparente, le monde continue de projeter ses propres histoires sur elle. Et plus elle se tait, plus les interprétations grandissent. Alors que reste-t-il vraiment de la vie sentimentale d'une artiste quand sa voix a occupé tout l'espace public pendant plus d'un demi-siècle? Mireille Mathieu a souvent chanté là où l'histoire et la politique se croisent. Des scènes officielles, des commémorations, des événements d'État. Parmi les plus commentés, sa présence en Russie, invitée à chanter devant Vladimir Poutine lors des célébrations de la victoire de 1945 à Moscou. Une image forte, presque irréelle. Une voix française dans le cœur symbolique du pouvoir russe. Ces apparitions alimentent une autre lecture de sa carrière. Pour certains, elle incarne une forme d'universalité artistique, au-dessus des clivages. Pour d'autres, ses choix publics posent une question plus délicate, celle de la responsabilité morale des artistes face au contexte politique. Les critiques reviennent régulièrement. On lui reproche parfois un manque de positionnement clair, une neutralité jugée trop silencieuse dans des environnements sensibles. Mais Mireille, elle, reste fidèle à une ligne constante, chanter avant tout. Ne pas transformer la scène en tribune, ne pas confondre la voix avec le discours. Cette posture, pourtant,
ne met pas fin au débat. Au contraire, elle les prolonge, car dans un monde où les artistes sont souvent attendus sur tous les terrains, le silence devient lui-même un message interprété. Et au milieu de ces controverses, une autre tension s'ajoute, celle de l'image publique figée. Mireille est devenue une icône, mais aussi une silhouette que chacun interprète différemment. Pour certains, elle est l'élégance de la chanson française. Pour d'autres, une énigme trop distante, trop contrôlée. Mais ce que peu de gens mesurent, c'est l'origine de cette retenue, une enfance sans stabilité, une pauvreté extrême, une difficulté d'apprentissage marquée par la dyslexie, une époque où même écrire pouvait devenir une épreuve. Et surtout, une école où être gauchère suffisait à être corrigé brutalement, au point d'associer la différence à une faute. Peut-être que cette histoire explique une partie du silence. Peut-être qu'elle explique aussi cette manière très particulière de rester en retrait, tout en occupant le monde. Mais alors, une question persiste, plus dérangeante encore. Peut-on être une voix mondiale sans jamais totalement appartenir aux attentes du monde? Avec Mireille Mathieu, les deux coexistent depuis toujours. Derrière l'image de la grande voix française, une autre lecture s'est installée au fil du temps, plus complexe, parfois contradictoire. Une artiste célébrée sur les plus grandes scènes, mais régulièrement observée à travers le prisme de ses choix publics. Ses liens avec certaines figures politiques internationales, notamment en Russie, ont souvent été scrutés. Sa présence lors d'événements officiels, ses performances dans des contextes diplomatiques, ont nourri une forme de débat récurrent. Pour une partie du public, elle incarne une neutralité artistique absolue. Pour d'autres, cette neutralité interroge, surtout dans des périodes où la culture est souvent attendue comme une prise de position. Mais réduire Mireille Mathieu à ces controverses serait ignorer ce qui a construit sa longévité. Une carrière commencée en 1965, une explosion de notoriété des Mon Credo en 1966, et une constance rare dans un milieu où les trajectoires sont souvent brisées par le temps. Elle traverse les décennies sans disparaître, sans se transformer en souvenir. Et pourtant, plus elle avance, plus une forme de distance s'installe. Non pas une absence, mais une retenue. Elle apparaît, elle chante, puis elle se retire, comme si chaque apparition devait rester mesurée, contrôlée, presque essentielle. Dans ce rythme, la vie personnelle devient un territoire flou. Les rumeurs d'un amour tardif reviennent parfois, mais elles se dissipent rapidement face à une réalité plus simple. Une existence centrée sur un cercle restreint, dominé par la présence fidèle de sa sœur Monique, et par une routine choisie, loin de l'agitation. Ce choix de retrait intrigue. Est-ce une protection, une conséquence d'une vie trop exposée, ou simplement la continuité d'un parcours où la musique a toujours pris le dessus sur tout le reste? Et au cœur de cette interrogation, une autre image revient sans cesse, celle d'une femme qui a refusé de disparaître, mais qui n'a jamais cherché à tout révéler non plus. Alors une question s'impose, presque en silence. Qu'est-ce qui reste d'une vie quand elle a été entièrement racontée par la voix, et si peu par les confidences? Aujourd'hui, à 79 ans, la chanteuse française continue d'exister dans une forme de présence rare, discrète, stable, presque hors du temps médiatique. Les rumeurs d'un amour tardif ont fini par s'éteindre d'elles-mêmes, remplacées par une réalité plus simple, moins romanesque, mais plus fidèle à son parcours. Aucun grand amour officialisé, aucune révélation finale spectaculaire. Seulement une vie réorganisée autour d'un équilibre intime, partagé entre Neuilly-sur-Seine et Avignon, souvent aux côtés de sa sœur Monique, pilier silencieux de son quotidien. Ce contraste avec l'image construite depuis des décennies est frappant, celle que le monde a souvent imaginée entourée d'histoires sentimentales secrètes, de destins romantiques tardifs, semble en réalité avoir choisi une autre forme de continuité, celle d'une existence structurée autour de la musique, du souvenir familial et d'une discipline personnelle presque absolue. Et pourtant, certains épisodes restent gravés dans la mémoire collective. L'amour interrompu par une condition trop radicale, abandonner la scène, reste un point de rupture souvent évoqué, jamais totalement raconté par elle. Une décision qui, avec le recul, apparaît moins comme un refus de l'amour que comme un choix irréversible, celui de ne pas renoncer à la voix. Dans ce récit,
Même les relations les plus commentées, comme sa proximité artistique avec Patrick Duffy ou les polémiques liées à ses apparitions dans des contextes politiques, n'ont jamais réussi à redéfinir complètement son image. Elles ont ajouté des couches, des nuances, parfois des tensions, mais sans jamais effacer le noyau central. Une artiste qui refuse de se laisser réduire à une seule lecture. Peut-être est-ce là que réside la vraie énigme. Dans une époque où tout est expliqué, raconté, exposé, Mireille Mathieu demeure partiellement insaisissable. Non pas parce qu'elle cache des secrets spectaculaires, mais parce qu'elle a toujours séparé ce qui appartient à la scène de ce qui appartient à la vie. Et au bout de ce parcours immense, des usines d'Avignon aux scènes du monde entier, de la pauvreté extrême aux salles de prestige, une dernière image subsiste, celle d'une voix qui a traversé le temps sans jamais demander à être entièrement comprise. Alors, finalement, qu'est-ce que le public croit savoir de Mireille Mathieu? Et qu'est-ce qui, derrière cette voix inoubliable, n'a jamais été raconté? Ce que l'on retient de Mireille Mathieu, ce n'est pas une révélation finale, ni une confession tardive, ni même un retournement de destin. C'est une continuité presque obstinée, celle d'une femme née dans la pauvreté extrême, élevée dans une fratrie de 14 enfants, passée des ateliers d'enveloppe aux scènes les plus prestigieuses du monde, sans jamais se laisser totalement définir par les récits qu'on écrivait sur elle. On a voulu voir en elle une icône figée, une voix sans aspérité personnelle, une artiste enfermée dans son propre mythe. Mais la réalité est plus nuancée. Derrière les millions de disques vendus, les 1200 chansons enregistrées en 11 langues, les tournées mondiales et les apparitions officielles, il y a surtout une ligne de conduite simple. Rester fidèle à la scène, même lorsque la vie privée devient un territoire que le public voudrait explorer sans fin. Les amours supposés, les interprétations sur ses choix politiques, les débats autour de sa proximité avec certains dirigeants ou de ses engagements artistiques dans des contextes sensibles, tout cela a construit une image complexe, parfois contestée, souvent discutée. Mais aucune de ces couches n'a réussi à effacer l'essentiel. Une trajectoire hors norme, construite dans la durée, pas dans le scandale. Et aujourd'hui, alors que les projecteurs se font plus rares, mais que la légende demeure intacte, Mireille Mathieu semble appartenir à un autre rythme. Un rythme où le silence n'est pas une absence, mais une forme de continuité. Peut-être que la vraie question n'a jamais été de savoir si elle a trouvé l'amour tardivement, ou si sa vie aurait pu être différente. Si peut-être que la question la plus juste est ailleurs. Comment une femme partie de rien a-t-elle réussi à transformer sa voix en mémoire collective mondiale, tout en gardant une part d'elle-même hors du récit? Et au fond, est-ce que le public a vraiment besoin de toutes y réponses, ou seulement de continuer à écouter cette voix, comme si elle contenait encore quelque chose qu'on n'a pas fini de comprendre? Parce que Mireille Mathieu n'est pas un récit qui se termine par une révélation, mais une présence qui s'étire dans le temps. Une voix qui a traversé les époques sans jamais se dissoudre dans l'oubli, sans jamais non plus se livrer entièrement au récit que les autres ont écrit pour elle. On peut parler de ses débuts dans la pauvreté d'Avignon, de cette enfance dans un foyer de 14 enfants où l'espace manquait autant que le confort. On peut revenir sur l'usine, sur la fatigue, sur cette adolescence trop tôt adulte. On peut raconter la dyslexie, les humiliations scolaires, la main gauche frappée parce qu'elle n'était pas la bonne. Tout cela est vrai, documenté, inscrit dans sa trajectoire. On peut aussi dérouler l'autre face. La fulgurance de 1966, mon credo, la comparaison écrasante avec Édith Piaf, les tournées mondiales, les langues multiples, les scènes prestigieuses. On peut citer les chiffres, les millions de disques, les milliers de concerts. Mais aucun chiffre ne dit vraiment ce que produit une voix lorsqu'elle devient familière à autant de cultures différentes. Et pourtant, au-delà de tout cela, il reste une zone que ni les biographies ni les rumeurs n'ont totalement réussi à capturer. Les histoires d'amour supposées, les fiançailles rompues pour une condition impossible à accepter, les liens évoqués avec Patrick Duffy, les interprétations autour de sa vie sentimentale tardive, tout cela appartient davantage à l'imaginaire collectif qu'à une vérité pleinement racontée. Ce qui demeure certain, en revanche, c'est le choix constant de préserver une frontière nette entre scène et intimité. Même les controverses, ses apparitions dans des contextes politiques, ses relations avec certains dirigeants internationaux, les débats qu'elles ont suscités, n'ont pas réussi à déplacer ce centre de gravité. Elles ont alimenté les discussions,
parfois les jugements, mais sans jamais faire basculer l'essentiel. Une artiste qui continue de chanter là où on l'invite, sans transformer sa voix en manifeste permanent. Et peut-être est-ce là que réside sa singularité la plus profonde. Une fidélité absolue à un seul langage, celui de la musique, même lorsque le monde exigeait autre chose. Aujourd'hui, dans le calme de Neuilly-sur-Seine ou d'Avignon, loin des grandes scènes mais jamais complètement en dehors du regard public, Mireille Mathieu incarne une forme de continuité rare. Une vie longue, dense, traversée par la gloire, les attentes, les projections, mais jamais totalement capturée par elle. Alors il reste une image, simple et troublante, celle d'une voix qui a rempli le monde entier, mais dont une partie appartient encore à un silence que personne ne peut totalement traduire. Et peut-être que la vraie énigme n'a jamais été sa vie privée, ni ses choix publics, mais cette question qui persiste, même après des décennies. Qu'est-ce qu'une voix devient quand elle a déjà tout dit sans jamais tout raconter?